3DS Group est heureux de vous présenter l'émission Parcours. Bonjour Laetitia Faucaner, alors je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur A News Workwell dans cette émission qui s'appelle Parcours. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée, c'est un plaisir. Alors tu es Head of Workplace Experience chez Augury depuis un peu plus d'1 an, après plusieurs expériences au sein de l'environnement de travail, de l'immobilier d'entreprise et de l'expérience collaborateur dans des organisations en forte croissance et résolument innovantes, on va le voir. Avant de parler de ton rôle aujourd'hui, je te propose de remonter le fil et de revenir sur tes débuts, c'est-à-dire quand tu étais enfant, tout simplement. Ouais. Laetitia, c'était quel genre de petite fille ? Alors, j'ai eu plusieurs phases, mais petite fille, j'ai été très sage. Oh. Puis après, en grandissant, j'ai eu une phase un peu plus agitée. L'adolescence, c'est vrai que j'étais une adolescente qui aimait la découverte, qui me sentait un peu grande pour ma petite île. Donc, j'avais tout de suite envie de voyage, très vite, de bouger, tout ça. Oui, parce que tu es née en Corse, c'est ça ? Je suis née en Corse, effectivement. J'y ai grandi jusqu'à mes 19 ans. Okay. J'ai eu une très belle enfance dans la nature, entre la plage et la montagne. Incroyable. Oui. Et donc, tes parents sont originaires de là-bas ? Mes parents sont originaires de là-bas. Alors, si on remonte encore un tout petit peu, mon papa est le seul de ses 7 frères et sœurs qui est né en Corse, parce que tous les autres sont nés en Sicile. Et donc, une immigration, voilà, ce qu'il y avait de classique à ce moment-là. Mes grands-parents qui ne parlaient pas du tout français, d'ailleurs, et qui ont immigré en Corse pour un avenir meilleur, l'immigration traditionnelle. Et c'est le seul de ses frères et sœurs qui est né en Corse. Avec une enfance un peu particulière, parce que ma grand-mère a été veuve à 29 ans avec 7 enfants. Ah oui. Mais j'ai grandi, moi, ensuite, avec beaucoup de cousins, de cousines, une grande famille, tout ce qu'on imagine de la famille italienne, entourée de plein de tontons, plein de cousins, et très méditerranéen. Très méditerranéen. Donc, effectivement, donc, ton père grandit en Corse. Toi, tu parles le sicilien ? Alors, je parle italien, je parle un peu corse, je le comprends très bien. Généralement, mon papa me parlait beaucoup corse quand j'entendais qu'il disait mon prénom en corse et qu'il n'était pas très content quand j'étais ado, justement. Je comprends, oui, j'ai beaucoup étudié l'italien. J'en ai fait pendant plus de 6 ans. C'était une langue qui me touchait, je pense, de par mes origines que je voulais apprendre. C'était la langue de mes grands-parents et que je trouve aussi très belle, il ne faut pas se mentir. Elle m'a toujours attirée. Tu as vécu dans quelle partie de l'île ? Alors, j'ai vécu en Haute-Corse et j'ai grandi dans un milieu urbain. J'ai grandi à Bastia, une petite ville, mais une ville. Mais c'est vrai que notre temps se partageait, et ça aussi, c'est quelque chose qui est très fréquent en Corse, entre ce qu'on appelle la ville, où on allait à l'école, au lycée, et le village. Donc, c'était généralement, dans mon cas, c'était le village de ma maman, qui était dans le désert des Agriates, dans les montagnes, en Haute-Corse, au-dessus de Saint-Florent, dans un très beau petit village. Et j'imagine qu'en tant qu'enfant, quand on grandit dans cet environnement, ça doit être aussi sécurisant, non ? Ça l'était, très sécurisant. On va dire que c'est un environnement de confiance. Les gens se connaissent, se connaissent tous. On a forcément beaucoup de familles aussi. Il y a un vrai lien et une vraie sécurité. En fait, je pense qu'on ne grandit pas justement en connaissant l'insécurité. Donc, c'est très différent. Mais ensuite, voilà, ça a on va dire le défaut de ces qualités aussi, c'est qu'on peut se sentir très vite justement trop connu, trop. C'est vrai que les petits environnements, comme ça, tout se sait par exemple. Quand on s'épanouit, quand on grandit, c'est vrai que c'est pas toujours. En tout cas, notamment, par exemple, je pense à l'ouverture d'esprit. Et moi, je pense que c'est quelque chose, ça aussi, que je recherchais, de voir d'autres choses. Je crois beaucoup que, on comprend ce qu'on connaît et qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'on ne connaît pas. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le mythe de la caverne. Et c'est vrai que je pense qu'effectivement, quand on grandit dans des petits environnements, parfois, ça amène son lot de freins aussi à l'épanouissement. Oui. Tu avais des frères et sœurs ? Oui, j'ai une petite sœur qui vient d'être maman en plus. Oh, donc, merci. Donc, tu es tata. Oui, je suis tata, qui grandit en Corse, qui a habité aussi à Paris, et dont je suis très proche. Et elle a plus supporté Paris, elle est partie.
Non, tu vois, alors là, c'est l'inverse, c'était beaucoup trop grand pour elle. Et alors, tes parents, dans quels univers professionnels ils ont évolué? Alors, dans 2 milieux très différents. Mon papa était un entrepreneur, il était sérigraphe, donc il avait une entreprise d'imprimerie sur textile, c'est pas très connu. Ça fait de l'objet publicitaire, du maillot de foot, Oui. c'est vraiment très étendu aussi. Pendant très longtemps, c'était une entreprise familiale. Ma maman était un agent de la fonction hospitalière. Et puis maintenant, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont un métier en commun. C'est qu'ils se sont retrouvés tous les deux à la retraite et ils ont décidé de repartir dans une aventure professionnelle ensemble. Et ils ont un commerce, une épicerie fine en Corse. C'est vrai que je pense que tous les deux sont des très grands travailleurs qui ont passé leur vie à travailler très jeunes, énormément. Je pense qu'ils n'ont connu que ça et c'est la seule chose dont ça fait partie intégrante de leur vie. Ils ont donc été aussi assez jeunes à la retraite, hein, forcément. Oui. Et je pense qu'ils ne s'imaginaient pas sans une activité. Je trouve ça très bien qu'ils l'aient fait ensemble, très courageux, ça se passe très bien. Tant mieux, parce que c'est pas tout le temps le cas de travailler correctement avec son compagnon ou sa compagne. Exactement, on n'aurait pas forcément misé sur ça. Mais voilà, donc des métiers très différents. Et je pense que l'esprit entrepreneurial de mon papa a plus d'éteint sur moi. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Oui. Les valeurs du travail commencent à jouer sur toi et peut-être ta sœur. Toi, tu disais que tu es une enfant qui était sage. Oui, très sage. Jusqu'à quel âge? Donc 15 ans, quoi. Oui, jusqu'à 15 ans. Ça veut dire quoi, sage? Sage, ça veut dire que j'étais un peu solitaire, bizarrement. Moi qui suis un animal social aujourd'hui, ou on me décrirait comme ça en tout cas. J'étais un peu solitaire, j'aimais beaucoup la lecture. J'ai beaucoup profité de cette belle nature qui m'entourait en Corse. J'aimais aller à la plage. Tu rêvassais, peut-être? Oui, je rêvassais aussi beaucoup d'ailleurs. Mais je pense que j'ai beaucoup aussi contemplé, hein, tout simplement, tout ce qu'il y avait autour de moi. Et c'est vrai que oui, j'étais plutôt solitaire. Calme, quoi. Mais calme, voilà. J'étais quand même de nature très calme. D'accord. Beaucoup d'amis ou plutôt quelques amis par-ci par-là Si, quand même beaucoup d'amis, mais ça aussi, je pense que c'est le fait de là où on grandit. On est très entourés, on est tous une grande famille quelque part. Donc oui, beaucoup d'amis, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette notion d'avoir ces moments pour moi, de ne pas aimer beaucoup sortir ou des grands environnements d'événements, par exemple. Il y avait du monde. Voilà, j'aimais beaucoup les moments calmes aussi. Ouais. Ok. Et tu avais des passions? Oui, j'avais beaucoup de passion. J'ai été très sportive déjà. C'est vrai que là encore, c'était profiter de l'environnement, mais je nageais énormément. J'ai fait de l'équitation, j'ai fait du tennis. Et c'est vrai que c'était un peu mes passions aussi. Et puis l'une de mes plus grandes passions, sans aucun doute, est la littérature. C'est vrai que encore aujourd'hui, tu lis énormément? Encore aujourd'hui, c'est vrai que je suis tombée très jeune dans les livres, hein, tout type d'ailleurs. J'aime tout, je crois. Oui, j'allais te demander qu'est-ce que tu lis franchement, je ne pourrais pas te donner quelque chose de plus. J'aime beaucoup les romans. J'aime beaucoup les romans éducatifs. Voilà, romans éducatifs. Oui, un roman éducatif. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a en tout cas bercée de mon enfance à mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, qui ne m'a jamais quittée. C'est l'une de mes plus grandes passions, en tout cas. D'accord. Génial. Moi, j'adore lire aussi. Donc, une enfance en Corse, t'aimais l'école? J'aimais l'école, j'aimais plutôt l'école, plutôt studieuse. Ok. Et donc, qu'est-ce qui germait en étant là-bas en Corse? Parce qu'à un moment donné, vient la période où on doit se poser la question de ce qu'on doit faire dans la vie. C'est d'ailleurs pas évident parce qu'à 16 ou 17 ans, c'est difficile de savoir pour certains ce qu'on va faire. Et pourtant, il faut se décider. Oui, je pense que c'est l'une des pires questions aujourd'hui qu'on pose. Il faudrait peut-être se poser la question sur cette question qu'on pose si jeune. Ouais. Mais voilà, je suppose qu'il faut bien se la poser à un moment. Pour moi, j'aimais beaucoup l'histoire, encore une fois, hein, la littérature. Mais c'est vrai que j'avais aussi des envies de sciences politiques. C'était un institut qui me faisait énormément rêver à ce moment-là. Je ne parlais pas spécialement anglais. Ce n'était pas là où j'étais le plus douée, on va dire. Et puis, c'est mon papa qui arrivait un jour avec une idée et qui m'a dit « Et si tu faisais un séjour linguistique, mais peut-être une vraie année, où tu vas revenir bilingue ?» Et puis là, il arrive avec 2 propositions, je me rappellerai toute ma vie. Sympa, il m'a dit, le Canada ou l'Australie, qu'est-ce que tu préférais? Alors, je lui ai dit tout de suite le Canada.
ça ne va pas être possible. Pourquoi Je pense que le froid me terrorisait déjà. Ah oui. Ça ne m'attirait pas. Et pourtant, il paraît qu'ils sont très sympas. Très sympas. Et puis peut-être que c'est parce que justement, je ne connaissais pas. Tu vois, c'est la peur de ce que tu ne connais pas. Mais j'ai choisi l'Australie. Parce qu'il fait chaud. Parce qu'il fait chaud, ça m'attirait aussi. Peut-être, tu vois, l'insularité toujours. Mais c'est vrai que je suis partie. En fait, je me suis posé cette question. Et puis après, j'ai eu à me la reposer plus tard dans ma vie parce que je suis restée plusieurs années là-bas. Oui, on le verra. J'ai commencé par l'université du Queensland et puis ensuite j'ai fait un Working Holiday Visa. Alors, pour tous ceux qui sont allés en Australie connaissent la paperasse pour arriver à ça. Et pour travailler en fait en Australie, c'est vrai que je commençais en fait à mettre l'idée de mes études un peu entre parenthèses. Tellement j'y étais bien, ouais. En tout cas de mes études traditionnelles en France, on va dire. Et j'y ai développé, ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie, sans aucun doute, à cet âge-là. J'ai découvert aussi un peu l'autonomie que je ne connaissais pas vraiment. Parce que si on devait revenir, donc ton père, il te propose le Canada ou l'Australie, donc très loin. Hein. Très, très loin, oui. Bon, là, il t'envoie carrément... Oui, je ne sais pas d'ailleurs, c'est vrai, pourquoi quelque chose d'autre n'est pas venu. C'est peut-être lui qui voulait que je m'en aille si loin, alors il faut que je me pose la question. Et donc, tu décides donc l'Australie, mais tu avais quel âge à ce moment-là quand il te J'avais 18 ans. Oui, c'était à 18 ans, tu as passé un bac L, Oui, c'est ça, j'arrivais à mon bac. Et en fait, on se posait la question. Alors, c'est toujours l'inscription. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pire encore que quand je devais les universités où il fallait s'inscrire. Donc, je me suis inscrite quand même à des universités françaises. Oui, quand même, pour avoir une roue de secours. Oui, pour avoir une roue de secours. Et puis finalement, on s'est lancé dans faire... alors, je me rappelle, c'est un moment assez drôle et touchant avec mes parents qui ne parlaient pas spécialement anglais, mais sur un site pour faire un visa. Mais ça a été, mais je pense même eux, une très belle preuve d'amour aussi et de la façon dont ils croyaient en moi et de ce qu'ils voulaient pour moi. Je pense que c'était toutes ces années où ils m'ont cerné aussi de mes envies de voyage. C'est peut-être ça aussi qui lui a donné l'idée, qui était une très belle idée, oui. D'accord, donc, donc l'Australie, ça fonctionne, tu t'en vas. Oui, je m'en vais. Et tu restes 1 an là-bas? Je suis restée plus que ça. Je suis restée presque 4 années en Australie. Ok, ça a matché avec... Ça a matché, j'ai beaucoup aimé. Alors après, c'est vrai que là encore, c'est un super pays, mais c'est très loin pour sa famille, pour les gens qu'on aime. Et puis, je pense qu'après, j'avais fait le tour aussi et j'ai eu envie de retourner un peu à ce que je connaissais, revenir en France. Alors moi, j'ai quand même une question parce que l'accent australien... Tu sais, ce qui est assez génial, c'est que quand tu vas en cours linguistique dans un pays anglophone, il n'y a personne autour de toi dans la classe qui est un anglophone. Et donc, moi, j'ai appris avec beaucoup de gens qui venaient d'Asie, notamment des Coréens, des Japonais, des Chinois, qui venaient eux-mêmes faire leurs études. Et donc, dès le départ, tu apprends avec un professeur qui, lui, par nature, va effacer son accent australien pour avoir un anglais très traditionnel et lisse, on va dire. Et c'est vrai que ça a apporté une vraie richesse. Ça a apporté une richesse culturelle. Au-delà de découvrir le pays et les Australiens et leur culture, ça m'a permis de découvrir aussi des personnes qui venaient d'Asie, par exemple, que je n'avais pas été forcément confrontée dans ma vie, que je ne connaissais pas forcément les cultures. J'ai découvert un peu la Corée comme ça à travers des personnes, aussi des amitiés que j'ai liées. Avec qui tu es toujours en contact? Oui, il y a des gens avec qui je suis toujours en contact, aussi des Français que j'ai rencontrés là-bas, avec qui nous sommes restés amis. On a fait quelques mois de voyage, sac à dos aussi pour découvrir le pays. Et ça aussi, c'est inoubliable. C'est des choses que je pense que je regretterai jamais d'avoir fait. Alors, donc l'Australie se termine au bout de 4 ans. Tu décides de rentrer en Corse? Alors non, je suis rentrée directement à Paris, puisque je me suis inscrite à l'université de droit Paris-Descartes, où j'ai fait mes 2 premières années. Et ensuite, j'ai eu un petit accident de la vie avec un accident de voiture qui m'a un peu immobilisée pendant 2 ans pour faire de la rééducation. Ça s'est passé quand et où, ça? Alors, j'ai eu un accident un été. Je passais à ma 3e année de ma fac de droit. Et puis après, la vie en a décidé. Il y a une petite pause qui arrive. C'est vrai que moi, oui, j'avais 22, 23 ans. J'étais très jeune. Mais après... tu as eu quoi exactement?
Oh, j'ai eu un accident de la route. Mais qu'il y a de plus physiquement, banal. qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, c'était ma partie droite, mon bras et ma main qui ont été touchés. D'accord. Ouais. J'ai eu plus d'une dizaine d'opérations à ma main Waouh. pour retrouver mes fonctionnalités. Ça a été T'es droitière? oui, ça a été une petite épreuve, mais je pense qu'il m'a rendue plus forte et qui m'a amenée à tout. Voilà, comme tu disais, pas de hasard dans la vie. J'ai pris. En fait, je crois qu'elle a voulu te calmer un temps. C'est ça. Et il fallait que tu réfléchisses et que tu te poses. Ou peut-être que... Oui, alors j'aurais préféré le faire dans d'autres circonstances. Avec un sûr. bon bouquin au bord de la plage, sûr. ça aurait été très bien aussi. Non, mais ça m'a amené après, avant que je me reprenne mes études, à prendre un petit job étudiant part-time d'assistante d'un facility manager. C'est ça t'a amené là. Et c'est ça qui m'a amené là. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'après, il a fallu que j'explique à mes parents que finalement, après tout ça, ça allait beaucoup mieux, que j'étais prête à affronter l'avenir, à devenir une vraie adulte, mais finalement pas sur les bancs de la fac. Alors, ils m'ont dit, ça fait 2 fois que tu nous fais le coup. L'Australie, tu devais revenir tout de suite pour reprendre tes études. Là, tu nous fais ça. Mais ils ont très vite compris, en fait. Dès que je suis... Alors, j'ai eu beaucoup de chance, déjà, parce que j'ai découvert les services généraux, le facility management, dans une très belle entreprise qui a une grande culture, qui est Intel Corporation, qui est une vraie corporate America, mais qui, en termes de process, de vraiment tout ce que tu peux voir des services généraux, tout est très bien pensé, fluide, tout a été en termes de sécurité, tout ce que tu dois savoir et plus encore tu peux l'apprendre. Et c'est vrai que j'étais de nature très curieuse et j'ai eu beaucoup de chance aussi d'avoir un manager qui m'a tout de suite pris sous son aile. Alors mon mi-temps s'est transformé, mais je crois en 2 mois on l'a fait passer en temps plein. Et d'un coup, j'ai été jetée dans les services généraux, alors avec très peu de responsabilités au début, il ne faut pas se mentir, mais j'ai appris le métier sur le terrain. Ok. Mais comment t'es rentrée dans cette entreprise? Alors vraiment, je cherchais un job étudiant au début, mi-temps. C'était complètement un peu par hasard. Quelqu'un m'a dit, là, il y a un poste. Je dis, OK, pourquoi pas. J'avais fait avant ça un petit poste de job étudiant, de vendeuse. J'aimais beaucoup la vente, mais bon, voilà, je cherchais autre chose. Et je suis passée sur cette nouvelle aventure et ça a été complètement un hasard. Et vraiment, un tournant pour toi. Je n'aurais jamais pensé que je découvrirais... je pense que je suis tombée un peu en même temps amoureuse des services généraux et de la culture d'entreprise. C'est-à-dire que c'était un ensemble parce que j'ai découvert une marque, une entreprise avec des valeurs fortes. Vraiment, les valeurs étaient ancrées. Il y avait une forme d'union entre les salariés, entre les collaborateurs de cette entreprise. Et j'ai trouvé ça quelque part fascinant, très beau. Et je me suis dit que j'aimerais bien y amener quelque chose, je pense. Et t'es restée combien de temps là-bas? J'ai eu une période, j'ai fait 6 mois. Après, d'un coup, il y a eu le Covid. Donc c'est récent? Oui, c'était quand même assez récent. J'ai fait 6 mois. Ensuite, il y a eu le Covid et je suis partie juste après le Covid, puisque j'ai commencé chez Drive Eco. C'était en septembre. Voilà, juste à la sortie du Covid, tu vois, je me rappelle plus. Toi, tu trouves que c'est récent? Moi, je trouve que ça fait il y a longtemps. Ouais, je sais pas pourquoi je dis c'est récent, mais j'ai l'impression que c'était hier. Mais bon, c'était tellement traumatisant. C'était il y a quelques années quand même. C'est ça. Alors, chez Drive Eco, donc, on précise expert des bornes de recharge. Oui, expert. Et ensuite, tu es passé chez Augury. Oui. Donc là, c'est ton poste actuel. Oui. Entreprise mondiale de technologie publicitaire. Oui. Et on peut dire que tu évolues effectivement dans des entreprises qui sont plutôt innovantes. Oui, alors je pense que c'est vraiment des boîtes de la tech, c'est ce que j'aime. Il y a un peu de ça chez Intel quand même aussi, c'est vraiment de la tech pour le coup. Mais c'est vrai qu'après la transition chez Drive Eco, moi j'ai été séduite par une entreprise humaine. Je suis arrivée, il y avait 30 personnes à la base, en pleine recherche de levée de fonds, innovante. Et j'ai choisi aussi cette entreprise pour les valeurs écologiques. C'était quelque chose que je voulais aussi. Quand je me suis dit, je vais partir de cette belle entreprise, j'ai plus beaucoup d'évolution, le poste, et puis finalement, effectivement, en France, les sites ont été fermés, donc voilà, j'ai peut-être bien fait aussi pour Intel. Mais
j'étais en fait séduite par l'idée de me dire qu'à ma façon, même si c'était par les services généraux, par ouvrir des bureaux, par l'immobilier, j'allais travailler pour une entreprise qui avait ses valeurs. On avait un fondateur qui nous parlait de sauver le monde, même quand on était 30, une borne de recharge à la fois. Et vraiment, j'ai été séduite par ça. J'ai commencé, c'était vraiment un poste d'office management. Ouais. Et puis d'un coup, on a levé 250 millions d'euros. Et là, l'aventure a pris un tout autre tournant. J'ai ouvert, je crois, 8 bureaux en 18 mois entre la France et pays limitrophes Europe. Ça s'est accéléré. J'ai aménagé un très beau siège rue de Monceau, un hôtel particulier très, très beau. Et j'ai appris tout ce que les livres chez Intel de Process ne m'avaient pas appris. Alors, j'ai tout appris un peu sur le tas. C'est comme ça, office manager. Hein. Ah non, mais tu n'as pas vraiment de formation. Non. En fait, tu apprends sur le terrain. Il y en a un peu aujourd'hui. Ça existe. Je pense qu'après, c'est vrai que très vite, j'étais plus office manager. Alors, très vite, je me retrouvais à négocier des baux, faire des business cases sur la meilleure localisation, qu'est-ce qu'il nous fallait comme mètre carré. J'ai eu beaucoup de chance aussi parce que je pense que le fait d'être un peu présente sur les réseaux, socialement, de rencontrer, j'étais très curieuse. Aujourd'hui, j'étais curieuse de rencontrer des professionnels qui allaient m'inspirer parce que j'avais pas eu cette formation initiale. J'avais eu un parcours un peu des portes qui s'ouvraient et je savais pas, en fait, c'est comme si j'avais suivi un peu l'inconnu. Pas du tout ce que j'avais pensé. L'enfant sage qui avait un peu un parcours qui pensait qu'il allait être tout tracé. Et ça m'a permis d'apprendre un peu mon métier comme ça, apprendre des autres, m'enrichir de l'expertise, découvrir des gens qui travaillaient dans des grandes institutions avec beaucoup de responsabilités. Et puis moi, il fallait quand même que je signe le même bail. Hein. C'était une toute petite entreprise, mais il fallait prendre des vraies décisions. Et j'ai appris grâce à ça. Et effectivement, là, j'ai appris tout ce qui va avec ce beau métier qu'est le workplace quand il englobe l'immobilier, les services généraux, monter des projets de A à Z, négociation, regarder toutes les petites lignes des baux, avoir de bons rapports avec les bailleurs, installer des collaborateurs, faire des projets d'aménagement. Le rue de Monceau, alors c'est 1200 mètres carrés, hein, on l'a aménagé en 40 jours, du sol au plafond, hein, avec rénovation. Ah oui. C'est quand même pas mal, c'est une belle performance. Et là, c'est des jours et des nuits, non-stop parfois. C'est vraiment... et ça, c'est là qu'on a... En fait, la tech, c'est ça. On apprend en accéléré, c'est l'école de pas beaucoup de process, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, et il faut toujours faire plus vite. Donc, c'est comme ça que j'ai tout appris. Est-ce qu'il y a une place pour un peu de vie privée ? Bien sûr, évidemment. Je pense que... Alors, moi, j'aime bien dire, hein, je pense que ça va faire hurler des DRH, j'espère pas, mais je pense qu'on n'a pas de vie, il n'y a pas la vie pro et la vie perso. Je pense qu'on a une vie. Moi, mes deux vies sont l'une avec l'autre. Je ne les sépare pas. Mon travail fait partie de moi. J'ai pas de différenciation entre les deux. Mais c'est vrai que, par contre, je pense qu'il est très important de savoir prendre soin de soi, de savoir... se dire, là, je suis fatiguée, là, je ne vais plus être capable de prendre des bonnes décisions, là, il faut que je ferme tout, et que ce soit un vendredi soir, mais si c'est un mercredi à 16h, c'est pareil, et c'est pas grave, rien n'est grave, mais je pense que tant qu'on prend du plaisir, il n'y a pas un horaire, il n'y a pas un nombre d'heures qui est bien à donner. Tant qu'on prend du plaisir, tu vois, qu'on est heureux dans ce qu'on fait et qu'on le fait bien aussi, voilà, qu'on a la pleine capacité pour le faire et qu'on ne se sent pas à bout, qu'on ne le fait pas par pression ou par manque de choix en tout cas, qu'on le fait et que à la fin de la journée, on est heureux d'avoir fait ce qu'on a fait. Moi, il y a des projets qui me passionnent et oui, parfois mon mari va me dire « Laetitia, ça va là ?» Oui, parce que les 21h. On peut être passionné, mais avoir des contraintes effectivement. D'ordre privé. Je pense qu'il faut un peu, dans la société où on est aujourd'hui, il faut savoir dédramatiser, ne pas juger, qu'aujourd'hui, quand on a le choix, et c'est ça qui est bien aussi, et c'est pas forcément aussi le cas de tout le monde, j'en suis bien consciente, je me sens très chanceuse de l'avoir, et surtout d'exercer ma passion.
Et c'est Mais peut-être comme ça, parce que je le vis si bien aussi. Toi, tu dis si bien que effectivement, tu es tellement passionné par ton métier que tu ne fais pas la différence entre vie privée et vie professionnelle. Mais en tout cas, en parallèle de ton activité professionnelle, tu es cofondatrice de The Workplace Community. À quel moment tu as ressenti le besoin justement de créer un espace pour fédérer, pour partager, faire progresser les pratiques du workplace ? Alors, aujourd'hui, c'est sans aucun doute l'un des projets desquels je suis plus fière. Vraiment, ça a été une belle avancée pour nous. On a ressenti ce besoin, et on est plusieurs avec les cofondateurs. On a ressenti ce besoin parce qu'encore une fois, je pense que dans la tech, on fait les choses un peu différemment. Donc effectivement, aujourd'hui, travailler chez Augury, travailler chez Ledger ou chez Alan, le métier est différent. Tu vois, moi-même, j'ai commencé, j'ai été office manager, et pourtant j'avais des responsabilités, des contrats de service, des baux, des recherches immobilières. On a énormément de projets. Sauf que quand tu arrives, même si tu as levé 250 millions parfois, si tu es une entreprise de 30 personnes, il n'y a pas grand monde qui te regarde et qui va pouvoir t'aider. Alors, je ne parle pas forcément des professionnels, je parle plutôt peut-être des autres acteurs. Et donc, on a ressenti ce besoin pour se dire, OK, on veut faire quelque chose un peu qui nous ressemble aujourd'hui et où on va créer un peu, peut-être un espace pas prétentieux du tout. Nous, on pense qu'on est un acteur à côté des acteurs institutionnels qui existent et qui sont très essentiels, vraiment, parce que tous les acteurs qui existent dans la communauté aujourd'hui de l'immobilier, j'aurais jamais grandi sans eux. Mais dire, nous, on est un peu pour ceux qui n'osent pas se tourner tout de suite vers les acteurs institutionnels, traditionnels, plus connus. Ils vont venir nous voir à nous et on va pouvoir justement leur dire, voilà, nous, on peut t'aider pour ça, pour ça. Ah tu as tel projet, on te recommande d'aller là, on te recommande de tourner vers là, on va te recommander ce professionnel. Et c'est ça un peu qu'on a voulu faire. On va dire un peu rendre plus accessible aux gens, notamment de la tech, qui commençaient le métier ou qui sont dans le métier depuis plusieurs années. Et se dire, voilà, on met un peu le pied à l'étrier et parfois, c'est un peu pas effrayant, mais on n'ose pas forcément quand on est dans une autre typologie d'entreprise. Et là, c'était un peu l'enjeu. Après, forcément, on fait beaucoup d'ateliers, on fait beaucoup de réflexions. Le but, c'est de s'entraider. C'est toujours, on va dire, d'élever notre profession, d'essayer d'en imaginer le futur. Je sais qu'on va peut-être en parler. Qu'est-ce que ça va être plus tard et comment on peut influencer ce que ça va être plus tard aussi. Bien sûr. Alors, tu es également, justement, depuis 2 ans, animatrice bénévole pour 2 tonnes. Tu disais tout à l'heure que les valeurs écologiques, c'était important pour toi, autour des enjeux climatiques. En quoi ces engagements vont influencer ta vision du travail, des environnements pro ? Alors, déjà, un petit mot sur 2 tonnes, c'est quelque chose, à tous ceux qui ne le connaîtraient pas, je le recommande sans aucun doute, parce que c'est vrai que beaucoup aujourd'hui, quand on parle d'écologie, on a peur qu'on nous fasse la morale et qu'on nous dise c'est ça que tu devrais faire et pas ça, sans avoir conscience des réalités. Et ce qui est génial avec les ateliers 2 tonnes, c'est que collectivement, on va chercher des solutions à comment collectivement, qu'est-ce qu'on serait prêt à faire, et en même temps individuellement forcément, mais c'est tous ensemble qu'on va avoir cette réflexion, toutes les personnes avec qui on fait l'atelier, et je trouve ça génial, parce qu'aujourd'hui, tous les problèmes qu'on a, que ce soit au travail ou dans la société, ça ne sera résolu qu'en étant tourné vers les solutions, plutôt que de voir tout ce qui va mal. Et donc, forcément, quand on a notre métier, quand on fait notre métier, si on est intéressé par les enjeux écologiques, et je pense qu'on devrait tous l'être, on a forcément un impact. La façon dont on choisit nos partenaires, la façon dont on gère notre immobilier a forcément un impact. Aujourd'hui, moi, je sais que j'ai déjà travaillé dans des entreprises où il n'y avait pas forcément... Alors maintenant, en France, c'est un peu différent, mais... quelle est notre empreinte, vraiment notre vraie empreinte écologique, que ce soit du bilan carbone, mais de la façon tout simplement où nous-mêmes, avec des actions très simples, on peut aider les collaborateurs à être un peu des meilleurs citoyens et un peu ces petits soldats de l'écologie, sans même qu'ils s'en aperçoivent, en leur apprenant les bons gestes, en choisissant aussi les bons partenaires, en faisant de la sensibilisation, des choses très simples. Là encore, ce n'est pas de la moralisation, c'est vraiment le fait d'agir collectivement. Tout simplement. C'est essentiel. On va tous le faire. Très bien. Ta vision du métier maintenant, justement, et de son évolution, si tu devais décrire déjà le métier de workplace manager à un enfant, comment tu lui expliquerais facilement ? Alors, je pense que je lui dirais que mon rôle,
c'est de créer un peu comme son école, mais pour les adultes. Et donc, je crée des lieux où, en fait, on va faire, l'adulte va pouvoir faire un peu tout ce qu'il aime, ou beaucoup de choses qu'il aime en tout cas, retrouver ses copains, qui sont ses collaborateurs, grandir aussi, s'épanouir, parce que je pense vraiment que le travail, il est source d'épanouissement chez les personnes, forcément, et que j'essaye de faire en sorte qu'il soit le plus beau possible aussi, pour que justement, ils prennent beaucoup de plaisir à y être. Manger correctement à midi. Manger correctement à midi aussi, forcément. On a le droit de s'amuser aussi. Ça joue, exactement. Et s'amuser aussi, je ne voulais pas trop le dire, mais effectivement, je pense que le lieu de travail, c'est aussi un lieu où on va avoir ces moments où on s'amuse. Tout est beaucoup, beaucoup mieux aussi quand on prend du plaisir et qu'on s'amuse, c'est beaucoup plus simple. Alors, tu as occupé des rôles longtemps considérés comme support, ce qu'on appelle support, office management, facilities, environnement de travail. Comment tu as vu leur positionnement évoluer au sein des entreprises innovantes ces dernières années ? Alors, je pense que l'évolution, elle est incontestable. Je pense qu'aujourd'hui, quand je pensais à services généraux, il y a quelques années, ça fait un petit moment maintenant, mais voilà, c'était les fournitures, c'était la maintenance, quand une ampoule ne fonctionnait pas, c'était la personne qu'on appelait. Aujourd'hui, le métier est complètement différent. Déjà parce que je pense qu'on a nous-mêmes, les acteurs, les porteurs de ce métier, les professionnels, lui avons donné une autre dimension, c'est-à-dire qu'on a appris les codes des autres fonctions. On a appris comment faire de notre fonction une fonction qui est gérée et qui est menée avec de la data, avec vraiment de vraies rationalisations, mais pas rationalisation dans le sens optimisation, mais nos choix sont décidés grâce à tous ces enjeux qu'on va voir. Donc il y a les enjeux financiers, il y a les enjeux des talents, c'est un métier très complet, mais c'est vrai que je pense que les services généraux ont maintenant pris les codes des autres fonctions. Donc une fonction financière, aujourd'hui, pour moi, ce sont mes meilleurs partenaires et je pense que c'est essentiel que ça le soit parce que justement, on a un centre de coûts sur lequel on doit démontrer de la valeur, qu'il y en a incontestablement, mais c'est à nous, professionnels, de savoir le montrer. Et je pense que ça, avant, ce n'était pas forcément fait, d'où ce fait de la personne qu'on appelle quand il y a un problème, mais sur les projets, c'était un peu plus difficile. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment différent. On est un acteur stratégique, on a les clés aussi pour optimiser, on a les clés pour faire les beaux espaces, on est l'une des clés pour attirer les talents, et ça, ce n'était pas forcément le cas avant. C'est vrai. Tu évolues du coup dans un univers très digital, qui est souvent rythmé par la rapidité, j'imagine. Comment on fait dans un environnement aussi rapide pour concilier exigence business et une certaine attention portée aux collaborateurs ? Alors aujourd'hui, moi par exemple, sur cette année, l'année précédente maintenant, l'année passée, j'ai ouvert un bureau à Tokyo, un à Barcelone, rénové un bureau à Milan. Tout ça en quelques mois, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'on peut être très fiers avec mon équipe de ce qu'on a réalisé, sans aucun doute. J'aurais rien pu faire sans cette équipe, ça c'est certain. C'est des projets collectifs, mais et là encore, on voit qu'effectivement, on ne peut pas faire 3 projets et se dire c'est sans l'urgence. Quand on est une équipe de 4 personnes, il y a forcément eu des urgences. Comment on va concilier avec les enjeux business ? Je pense que ce qui est important, c'est tout ce qu'il y a en amont. C'est-à-dire que vraiment, c'est de bien préparer un projet. Et là, c'est de savoir justement. Et de savoir qu'est-ce que le business veut. Parce que, encore une fois, on est un peu les garde-fous de se dire, OK, ça, aujourd'hui, on va s'implanter dans un pays, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Combien va-t-il y avoir de collaborateurs ? C'est quoi le plan ? Est-ce qu'il y a une vision pour après ? Et là, on va pouvoir dire nos recommandations, flexibilité, pas forcément de flexibilité, mais négocier les termes qui vont en fonction, choisir la surface. Et c'est là vraiment qu'on va pouvoir... Le business, on travaille avec. Pour moi, le terme de fonction support, c'est pas un gros mot. Je pense qu'on est une fonction support et une fonction de service. Et je pense que le service, souvent, ça peut avoir ce côté un peu péjoratif ou négatif. Je ne le vois pas du tout comme ça. Pour moi, le service, c'est très noble parce qu'on est des accompagnateurs de cette performance. On est les accompagnateurs de ce succès du business. Et donc, je vais pouvoir les accompagner. Mais là encore, c'est tout le travail en amont qui compte. Tous les acteurs clés,
savoir ce qu'ils veulent, savoir ce qu'ils ont besoin, savoir s'ils ne savent pas aussi, ce qui peut arriver parfois, surtout dans la tech, parfois on fait des allers-retours, et c'est pas grave. Et donc là, c'est à nous de prendre les bonnes décisions, de recommander les bonnes choses en fonction de justement les informations qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc anticiper. Face aux grands enjeux actuels, donc sobriété, QVT, hybridation, climat, nouvelles attentes des talents, Ouais. c'est pas mal. À quoi se ressemblerait le workplace idéal pour toi dans 5 ans? En fait, je pense que le workplace idéal, c'est un workplace inclusif, forcément. C'est un environnement de travail où tout le monde trouverait sa place. Ça, je pense que c'est très difficile et c'est là qu'il va falloir créer des espaces. Alors, il n'y a pas la notion de satisfaire tout le monde. Je pense que ça, c'est très dur et il faut, même quand on est un perfectionniste, savoir qu'on ne peut pas toujours y arriver. En revanche, il faut se dire que bah, pour toutes les personnes dans la société, on va pouvoir créer un environnement de travail qui va un minimum convenir, qui va aussi pouvoir accueillir tout le monde. Et ça, c'est ça le vrai workplace. Je ne pense pas que j'ai pu le faire sur tous mes projets, mais j'essaye. En tout cas, je donne mon maximum pour me dire que, en appliquant plein de règles, de me dire que c'est les environnements de travail que je fais, ils vont pouvoir accueillir toutes les personnes et qu'elles vont toutes pouvoir s'y sentir bien surtout et faire leur travail comme elles le souhaitent. Et pour un jeune ou une personne en reconversion, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil sur le métier? Alors déjà, je lui dirais surtout de ne pas choisir le métier s'il n'aime pas justement l'urgence, s'il n'aime pas les imprévus. Oui. Et voilà. Et après, je lui dirais la compétence clé, vraiment, je pense que c'est la négociation. Et là, la négociation, c'est à tous les niveaux. C'est avec les acteurs externes, avec les acteurs internes, avec les collaborateurs parfois aussi. Mais c'est vrai que c'est un vrai métier. Je pense que ce qui est nécessaire, c'est de... Alors, on prépare bien son projet forcément, mais c'est de savoir convaincre aussi, savoir convaincre son équipe financière, son équipe des ressources humaines de notre projet, de sa valeur. Et là encore, il faut avoir cette force de conviction, aimer ça aussi. Je pense que c'est nécessaire. Très bien. Et puis on passe à la dernière partie, aux questions signature. Quelques questions un peu plus personnelles. La Super. première, le plat qui te rappelle ton enfance. Alors, je pense que le plat qui me rappelle mon enfance, incontestablement, c'est le pain perdu. C'est ma grand-mère qui le faisait. Elle faisait divinement bien. Je pense que j'ai jamais retrouvé le même pain perdu. Tu le fais, toi? Et je le fais pas aussi bien qu'elle, mais je Pas le aussi. fais aussi, mais pas aussi bien qu'elle. Ta chanson préférée? Alors, ma chanson préférée, mais j'en ai tellement, je pense que c'est très difficile. J'aime... Alors, ça, c'est basique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, là, je vais faire un bad buzz sur cette histoire, mais j'aime beaucoup Coldplay, Oui. par exemple, et je pense que, ouais, énormément de chansons de Coldplay qui sont dans mes préférées. Attention toutefois à ne pas aller à leur concert si on a N'est-ce des pas? choses Non, à mais cacher. je n'irai qu'avec mon mari, donc tout se passera bien. Le fait d'actualité qui t'a le plus marqué récemment? Alors, le fait d'actualité qui m'a le plus marqué, et j'ai beaucoup réfléchi à cette question, je dois avouer, parce que actualité aussi, je trouve que ça a un peu une connotation un peu négative, parce qu'il y a beaucoup de choses négatives. Alors, j'ai cherché dans vraiment quelque chose qui est très frais, et la semaine dernière, c'était le CES à Las Vegas, qui est ce salon technologique énorme, et vraiment, ça, c'est de la vraie actualité qui m'a marquée. Positive du coup? Positive, parce que j'ai vu toutes ces innovations technologiques où je me suis dit, j'aurais jamais pensé ça il y a 10 Et ans. laquelle t'a plus marqué? Franchement, il y a de tout, des robots, mais je pense, ça y est, vraiment, qui vont prendre notre place à la maison. Vraiment, je crois vraiment qu'on rentre dans une nouvelle ère et ça faisait longtemps que l'humanité n'avait pas vécu une aussi grande transformation. Elle ne me fait pas peur du tout. C'est vrai que je ne suis pas du tout réticente, mais je suis très impressionnée et très heureuse de la vivre aussi, de voir ça. Ça m'intéresse beaucoup, oui. Bah, tu auras sans doute un gros objectif, une mission là-dedans. Ouais, pourquoi pas. Alors, ton juron ou ton expression favorite? Alors, je pense que juron, je ne peux pas le dire. Imagine si j'envoie cette vidéo à ma maman, là, ça ne va pas aller. Je pense que j'en ai pas de favorite, mais je pense que c'est vrai que si j'avais vraiment une expression, ce serait une expression en anglais, et c'est quelque chose que je dis à mes équipes tout le temps, quoi. C'est let's do it, juste on y va, quoi. On est go, go, go tout le temps, et c'est vrai que
Ouais, je pense que parfois, ça m'arrive sur le lancement des roadmaps, je dois le dire bien 4 ou 5 fois en 1 heure. Let's do it. Mais let's do it, quoi. C'est vraiment... et je pense que ça, c'est essentiel aussi dans notre métier, de se dire que, voilà, quoi. Parfois, il faut foncer la tête en avant et c'est bien aussi de le faire. C'est peut-être... il vaut mieux le faire et se lancer et c'est très important d'être divé comme ça aussi. Si tu devais vivre une autre vie, celle de quelle personnalité tu choisirais? Alors, je pense que même si j'aime beaucoup ma vie, il y a quelqu'un qui me passionne et c'est Paul Watson. Et c'est vrai que si j'avais vraiment quelque chose que je regrette peut-être de ne pas avoir fait plus jeune, c'est de ne pas avoir été cette pirate des mers pour sauver les océans. Je pense que cette vie m'aurait fait rêver aussi. Ah, c'est marrant. Ouais. Le métier que tu n'aurais vraiment pas aimé exercer? Alors, je ne sais pas aussi, peut-être que parce que j'ai pas, on va dire que c'est un type de métier, le métier où justement il n'y a pas d'imprévu. Je pense que quelque chose qui est linéaire, qui est un tous peu les jours pareil. Tous les jours pareil, ça, je pense que ça aurait été vraiment très difficile pour moi. Ça doit exister. Pas forcément dans les interactions, parce que les interactions sont toujours différentes. Oui. Mais le métier en lui-même, ça doit exister, un métier qui est tous les jours pareil. Et je pense que j'aime beaucoup aussi gérer des problèmes qui arrivent tout de suite, où il faut trouver une solution très vite. Non, mais c'est vrai, mais gérer un problème auquel tu ne t'attendais pas, imprévu, urgent, et là, devoir amener une solution et être réactif dans ce sens, je pense que voilà, c'est ce qui me plaît aussi. Le film dans lequel tu aurais adoré jouer? Alors, je ne sais pas si j'aurais aimé jouer dans ce film, mais je pense que c'est important de dire c'est mon film préféré. Et je pense que c'est important de le citer parce que j'ai été très surprise. Je l'ai évoqué auprès d'une collaboratrice et elle m'a dit « je ne le connais pas ». Alors là, je me suis sentie un peu vieille quand même, je dois avouer. C'est La Vita è Bella, c'est un film italien de Roberto Benigni. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux films. Et c'est une légende. Alors cet homme est une légende déjà, mais je pense que oui, ce film, c'est quelque chose qui me bouleverse à chaque fois que je le regarde. Je trouve de tout, de la famille à la relation amoureuse aussi qui est merveilleuse. Voilà, donc c'est mon film préféré. Est-ce que j'aurais aimé jouer dedans? Non, si je devais en choisir un, je suppose que j'aurais choisi autre chose, où je suis juste au bord d'une piscine avec un bouquin, encore une fois. Mais je ne sais pas. Voilà, quoi, quelque chose de romantique, pas la forcément piscine, non, ce avec film. Alain Delon. Je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, ça n'aurait pas été mon film préféré, je pense. J'aurais pas aimé vivre ça, c'est certain. Et enfin, si Dieu existe, qu'est-ce que tu aimerais après ta mort l'entendre te dire? Alors, j'ai pensé aussi à beaucoup de choses. Si ça devait être lié à mon travail, j'aurais forcément dit « Oh Laetitia, j'aurais adoré travailler dans l'un de tes bureaux ». Je pense que ça aurait été un bon compliment. Mais vraiment, personnellement, je pense qu'il me dirait... ce qui me rendrait vraiment heureuse, c'est qu'ils me disent qu'il est fier et que j'ai fait du bien autour de moi. Je pense que ce serait le plus important, oui. Merci beaucoup, Laetitia. Ben, merci à toi de m'avoir reçue. 3DS Group a été heureux de vous présenter l'émission Parcours.